Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de à quoi j'ai joué au mois de janvier 2021. Confinement oblige, beaucoup de jeux en solo, en grande partie du moins. Donc pas super facile. J'ai décidé de ne pas donner de notes comme j'ai fait dans les anciennes parties en fait. Parce que il y a très peu de choses qui ont changé. Ça a juste solidifié la note étant que c'est plus efficace comme ça. Donc, quand même, une bonne liste à faire aujourd'hui que j'avais eu droit à me faire une semaine intensive à peu près à 2 jeux par jour. Donc, ça a quand même grandement augmenté cette statistique qui devait être normalement un peu faible. Donc, il n'y a pas d'ordre exactement. J'ai une grosse pile à côté. Donc, je vais simplement y aller avec ce que j'ai de plus proche de moi présentement. Et j'ai joué une partie solo de Imagineer. Donc, en fait, j'avais déjà joué une partie en versus, je crois, à 4 joueurs. Et tout simplement, la version solo, ça ajoute... C'est une mécanique différente dans laquelle ça devient un genre de casse-tête et vous devez faire au mieux avec ce que vous avez. Je dirais que c'est correct d'avoir mis un mode supplémentaire. Par contre, d'acheter le jeu, ça va être un peu ça, je pense, la prémisse de cette vidéo-ci. Si vous achetez ce jeu-là pour faire uniquement du solo, vous allez peut-être être un peu déçu. Par contre, d'avoir les deux modes, je pense que c'est mieux en multijoueur. Et le solo, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a un critique qui est là, qui va lui donner des points. Et vous devez essayer de le bouger pour qu'il soit à l'attraction demandée à chaque tour. C'est plutôt difficile, mais c'est pas impossible. Et en même temps, ben, il faut récupérer le plus de fame possible. Et c'est lui qui peut vous en donner le plus. Donc, et simplement, à la fin, vous avez un rating de... ben, si vous avez, par exemple, eu 20 étoiles, vous êtes classé dieu des parcs d'attractions et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ce genre de principe-là. Donc, c'est un jeu à scoring. Il n'y a pas comme vous gagnez ou vous perdez. C'est vraiment comme juste de se classer tout simplement. La mécanique reste que c'est presque pareil. Il y a une petite variante, mais somme toute, c'était quand même agréable, mais c'est mieux en multijoueur. Par la suite, j'ai tenté ma première... En fait, je vais dire ma deuxième expérience de Wargame. Et quand je dis Wargame, je parle vraiment d'un Wargame poussé parce que j'ai A Distant Plane qui est excellent, qui peut être considéré comme un Wargame. Et en fait, j'avais essayé le mois passé ou l'autre d'avant All Things Zombie Reload de la compagnie Lock and Load. Et j'avais été franchement déçu, étant un jeu qui est, je dirais, avec des composantes médiocres, un livret exécrable et que j'ai même pas réussi à jouer parce que c'est un système de jeu et non pas un jeu lui-même, donc plutôt décevant. Alors, j'avais dans la même commande de Lock and Load, j'avais aussi acheté Days of Heroes. Donc, en fait, le truc avec Days of Heroes, c'est que le système de Days of Heroes, c'est des carrés. Le système, normalement, de Lock and Load Tactical System, ce sont des hexagones. Tous les autres modules, je le répète encore, tous les autres modules, qui sont des guerres, des vieilles guerres, pas une guerre plus moderne, utilisent les hexagones. Donc, ce qui arrive avec tout ça, c'est que il y a beaucoup de règlements à lire pour réussir à faire une première partie. Il n'y a pas de tutoriel. C'est pas fait pour quelqu'un qui veut s'introduire dans le wargaming. Donc, déjà, très mauvais point. Ça merde en partant pour ça. Les composantes sont correctes, on comprend un petit peu, c'est quand même moyennement bien expliqué. La problématique de ce système-là, que je n'ai pas apprécié, c'est que vous avez un livre général expliquant les règles générales, qui était, je crois, c'est 4.1 le format. Maintenant, ils sont rendus à 5.0 ou 5.1. Et c'est un livret qui est fourni à l'intérieur de ça. Tous les exemples sont tirés des autres Lock and Load System, donc avec des hexagones. Et ça amène une certaine complexité parce que vous allez apprendre beaucoup de matériel qui ne sert pas dans ce jeu-là. Donc, la méthode, je comprends que tu mets un seul livre de règlement pour tout, c'est quand même bien, mais là, c'est vraiment pas idéal, ça ne fonctionne pas. Pour ma part du moins. Et donc il y avait trop de matériel, trop de règles pour ça. Et tout de suite après avoir lu les règles, donc
générale du système qui ne touche pas à ça, ben là, il y a le livre de règles de ce module-ci. Donc, en plus de ça, on rajoute, ah ben là, c'est décoré, voici comment ça fonctionne, il y a les mobs, voici les types de grenades, voici les lance-grenades, voici comment fonctionnent les snipers qui n'ont pas dans les autres, voici comment fonctionnent les bâtiments, voici, tu sais, là, t'es comme, voyons, c'est quoi, là, je viens de finir des règlements, puis là, je me casse avec ça. Je crois, personnellement, que avoir eu un livret complet de Days of Heroes, c'est plus efficace pour le joueur que d'avoir un module qui sert à tout et un qui fait juste expliquer les petits règlements. Bref, tant qu'à avoir un papier imprimé, ça revient au même. Et après ça, j'avais aussi le module solo. Le module solo, c'est quoi? C'est encore 16 pages de règlement avec des chartes. Là, j'ai fait, non, là, j'ai tout placé pour faire la première mission d'introduction. Sans le module solo, parce que je me suis dit, c'est trop pour aujourd'hui. J'ai commencé à bouger un petit peu les unités, tu sais, juste pour dire, ok, il y a des combats qui se passent, ci, ça, et ça tombe complètement à plat pour moi. Le côté tactique de la chose est complètement pas là. Le fait que les règlements, c'est tellement long et pas précis dans cet univers-là, fait que ça m'a complètement cassé. En plus de ça, j'ai encore la même boîte avec un trou dedans qui était envoyé de Lock and Load. Ils m'ont jamais répondu. Franchement, très 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 déçu. Deuxième jeu en 2 pour Lock and Load. Donc je crois pas, même dans les prochains trucs, d'avoir en fait, dans les Black Friday, tout ça, d'aller me racheter d'autres boîtes. Même avec l'autre module, ça m'intéresse pas. J'ai pas le goût. Je veux de la guerre moderne. C'est pas compliqué. Il y en a pas, il y en existe pas de jeu. Donc et voilà. Donc, j'ai tenté le coup, je me suis dit, pourquoi pas, ça faisait un moment qui me faisait de l'œil depuis la première version. J'ai acheté la deuxième version, et au final, ben, je me rends compte que c'est pas pour moi. Ben, on n'a pas quand même juste pas eu des déceptions, hein, dans le mois de janvier, il y a quand même eu quelques trucs cool. Donc, je me suis fait une partie de Thunderbirds, donc le jeu coopératif, évidemment le jeu qui était sorti pour les 50 ans de la série. Donc, de la création des Sentinelles de l'air. Et en fait, j'avais déjà joué une partie à plusieurs. Et jouer en solo, c'est à peu près pareil. La seule chose, c'est qu'on va avoir 3 personnages à manœuvrer en même temps. Et on peut changer n'importe quand en perdant un tour. Tout simplement de prendre le contrôle d'un autre personnage qui, lui, va avoir des pouvoirs spéciaux. Il y a une certaine mécanique un peu à la pandémie dans laquelle il faut avoir certains icônes de récupérer en faisant des missions qui vont vous permettre de battre le boss. Donc, j'ai fait une partie en mode normal. Ça a quand même très bien été, donc une victoire, donc ça c'est quand même toujours bien, on s'entend. Mais le fait est que les petits véhicules, les petits vaisseaux, on a tout le temps le goût de faire des bruits avec, quand on les déplace et tout ça. Les petites missions, tu as tout le temps la petite musique en arrière-plan là, qui te revient en tête pour ceux évidemment qui connaissent ça. Mais pour ceux qui n'ont pas je vais dire connu peut-être les Sentinelles de l'air en tant que tel. C'est pas, je suis pas excité à ce point-là, là, quand même. Je me garde une petite jean, j'ai des pantalons. Mais la série elle-même, c'était correct à l'époque. Il y a un certain charme à tout ça. Certaines, on va dire, c'était bien pensé pour certaines choses. Évidemment, il y a un petit côté cheap aussi parce que ça reste des marionnettes et tout ça. Mais pour ce qui est du jeu lui-même, c'est quand même le créateur donc de Pandémie, donc il y a quand même certaines bonnes mécaniques à l'intérieur de tout ça. Le matériel est super coloré, c'est super joli, les mécaniques ça fonctionne super bien. On peut grader en difficulté aussi, il n'y a aucun problème. Donc franchement, Thunderbirds, thumbs up. Alors on en a peut-être dans un petit peu moins complexe, mais quand même assez thématique. Je me suis fait une partie de Hostage Negotiator. Là, évidemment, c'est la boîte Crime Wave. J'ai aussi le Career Pack, là, je me rappelle pas comment il s'appelle. Je pense que c'est juste Career, donc pour le mode carrière. Mais j'ai joué au jeu de base parce qu'en fait, j'en suis à passer à travers de chacun des, je vais dire des preneurs d'otages. Et j'en ai un terminé complet. Et là, j'ai la madame professeur, bref, de la boîte de base. Donc j'ai fait un premier scénario. Donc c'est un peu comme ça que je fonctionne. J'essaie de passer à travers de chacun des personnages comme ça. Et encore une fois, ça s'est quand même bien passé. J'étais chanceux sur mes premiers roulements de dés, ce qui facilite un peu la partie. Il y a eu malheureusement quelques pertes au travers, mais malgré tout, ça a quand même été bien réussi. Et c'est encore assez surprenant quand même pour, on va dire, un léger deck building, très 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 léger. Et c'est quand même, on va dire, un jeu de dés.
Donc, il faut que tu sois extrêmement chanceux, mais il y a quand même parfois des... Il y a juste assez de choix pour dire que, OK, c'est pas dirigé en je veux juste avoir des points de conversation, puis la partie d'après, je vais juste utiliser toutes mes cartes. Il y a toujours une petite balance entre les deux que, OK, je pourrais faire ce choix-là, puis pour plus tard. Tu sais, il y a tout le temps. C'est quand même, c'est très, très, très bien fait. Pour ceux qui ont peut-être pas joué à ce jeu-là, c'est un jeu solo seulement, donc c'est basé là-dessus. Donc, évidemment, si vous l'achetez, il faut que vous attendiez à ça. Mais c'est pas un jeu qui est dispendieux non plus pour la boîte de base. Et il y a quand même plusieurs expansions qui sont sorties. Donc, si vous appréciez, vous avez l'opportunité d'avoir beaucoup de contenu en tout cas pour rentabiliser votre achat. Au cours du mois, j'ai aussi essayé, je vais dire, un autre jeu de dés, sensiblement. J'ai essayé Troyes ou Troyes, tout dépendant comment on veut le nommer, qui est visuellement, tant qu'à moi, très peu attrayant. Ok, c'est pas un jeu que le plateau est pas fameux, les cartes sont pas fameuses. Tu sais, c'est pas un looker. Là. Tu le mets sur la table, personne ne se dit moi je veux jouer à ce jeu-là. On oublie ça, c'est vraiment pas dans cette catégorie-là. Par contre, le jeu lui-même, j'y avais déjà joué en versus avec, je crois qu'on était 4 peut-être lors de la partie, et ça avait bien roulé. On avait apprécié notre expérience parce que on doit rouler des dés, oui, tout dépendant d'où on est placé sur les emplacements. Ce qui va avoir des certaines couleurs, donc des dés militaires, des dés de religion, si je ne me trompe pas, puis il y en a un autre, c'est des marchands. À peu près, là, désolé si je scrape un peu la mécanique, mais c'est 3 dés de couleurs différentes. Et tout simplement, là, vous en avez une certaine quantité dépendant de vos ouvriers où ils sont placés. Et en fait, c'est qu'à chaque tour, vous devez sélectionner, il me semble que c'est un nombre de dés tout simplement pour faire des actions qui sont sur des cartes un peu partout. Et vous pouvez acheter des dés d'un autre joueur. Donc, il est obligé d'accepter. Donc ça, c'est quand même bien foutu parce que si vous prenez vos propres dés, ça coûte rien. Par contre, les autres, si vous prenez leurs dés, vous êtes obligé de les payer et eux sont obligés d'accepter. Donc, ça enlève une certaine partie, je vais dire, de facilité. Par exemple, quelqu'un qui aurait beaucoup d'argent, ben, va simplement utiliser ses dés, mais ça se peut qu'il va être obligé de payer pour avoir d'autres dés pour faire des actions, sinon il va perdre. Donc, en donnant de l'argent à quelqu'un d'autre, ben, ça se peut qu'il se fasse enlever des dés à cause de ça. Bref, c'est une bonne mécanique. Beaucoup de façons de scorer des points. Il y a des cartes qu'on doit compléter, sinon on est pénalisé. Et il y a juste, à un certain moment donné, 3 cartes par catégorie. Il y a aussi la cathédrale qui est à construire. Beaucoup de façons de scorer. C'est un jeu à point de victoire, mais visuellement très peu attrayant. Et là, en fait, je suis allé avec une version solo, parce que dans cette boîte-là, il y a une version solo qui est fournie contre une intelligence artificielle. Et ça s'est pas bien déroulé, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle roule 2D et on doit simplement valider c'est quoi son action qui va être faite pour ce tour-ci. Et en fait, il a passé 3 à 4 tours à faire la même action, ça peut arriver, qui est en fait de sortir une carte de scoring et on scorait 0 tout simplement. Donc les scores ont été extrêmement bas et je me suis fait laver par lui parce qu'il était capable de prendre absolument tous les spots où j'essayais d'aller. Et donc, il achetait toujours pratiquement tous mes dés, donc je me ramassais... En fait, non, il achetait pas mes dés, il utilisait toujours les siens, donc j'avais pratiquement pas de rentrée d'argent. Bref, la mécanique de l'intelligence artificielle, elle est très swingy, donc ça peut être extrêmement facile comme il peut complètement vous laver. Et dans les deux cas, c'est totalement de la chance. Il n'est pas réactif, c'est pas parce qu'il vient de faire cette action-là, ou que vous venez de faire ça qu'il va faire telle chose. Donc, c'est pas comme un vrai joueur, c'est vraiment juste... C'est sûr qu'il va faire un très gros score. Et au final, c'est de soustraire comme votre score à son score et vice-versa. Puis là, ça vous donne un rating et que vous allez essayer de battre éventuellement. Mais la partie d'après, ça ne sera pas les mêmes cartes qui vont être sur le plateau. Ça ne sera pas les mêmes actions que lui va faire. Donc, l'amélioration du scoring va être un peu aléatoire. Les règles aussi n'étaient pas tout à fait claires, donc, pour la partie solo. Fait que j'ai
pas tant apprécié mon expérience solo. C'est pas un jeu que je vais ressortir en solo. Par contre, en versus, c'est quand même un excellent jeu. Malgré que Troyes était quand même d'une certaine lourdeur, en fait, en termes de gameplay, en termes de stratégie, tout ça, il y a un peu plus. Je me suis fait une partie de Labyrinthe, donc War on Terror, 2001 à je sais pas quand, parce que les autres expansions qui sont sorties, c'est genre 2004, 2007, et tout ça, il y a 3 expansions de sortie. Et donc, j'avais déjà démarré une partie, juste pour placer les choses, parce que je suis quand même un bon fan de A Distant Plane. Un Distant Plane, c'est un wargame avec le coin system, qui fait qu'à chaque fois que vous faites une action, pratiquement, il y a 4-5 paramètres sur la map qui vont changer. C'est comme ça, ce type de jeu-là, et c'est incroyable. Okay? L'expérience de jeu, elle est toujours comme wow, et on se fait toujours avoir un peu de partout. Et en fait, The Distant Plane, qui se jouait à 4, j'avais fait une partie, je vais dire, solo / co-op avec un ami, et avec ça, ben, on avait quand même pu bien avancer et voir la mécanique de jeu. À 4 joueurs, ça doit être franchement incroyable. Même, je dirais, à 3 joueurs, ça va être quand même encore très très bon. Et Labyrinthe, en fait, est un peu le même principe, mais uniquement à 2 joueurs. Donc, soit on joue, je veux dire, les Américains, et soit on joue les terroristes. Donc, c'est un ou l'autre. Et si on joue en solo, on doit jouer les Américains. Il y a peut-être certains modules qui sont sortis un petit peu plus tard pour jouer de l'autre côté, mais pour l'instant, je crois qu'on doit jouer les Américains seulement en solo. Et c'est ce que j'ai fait. J'avais essayé 2 fois de me partir une partie, donc j'avais installé tout le matériel, j'avais commencé à lire les règles, parce que c'est le genre de truc qui vient avec 2 livres, c'est-à-dire un playbook qui vous indique un peu comment jouer, et à l'intérieur de ça, ça vous dit, allez lire les règles 5.2 à 7.2, donc là, il faut que tu mettes ça de côté, tu lis les règles, ah, maintenant que vous avez connu les concepts, comment ça fonctionne, bon, voici. Mais le playbook est extrêmement bien foutu parce qu'il vous donne l'ordre dans lequel ça se passe. Chose que je regrette avec la série Lock and Load. Donc, en fait, c'est que vous avez vraiment un premier tutoriel qui vous indique quelle carte est jouée, voici les effets que ça donne, pourquoi c'est joué comme ça, qu'est-ce qui se passe, déplacer tel jeton et tout ça. On comprend facilement la mécanique avec ce genre de livret-là pour un jeu de cette lourdeur-là. Et en fait, à la fin de ce playbook-là, c'est simplement indiqué, ben finissez de passer à travers du deck et regardez qui gagne. Donc, il vous laisse aller tout simplement comme ça. Pour la partie solo, il y a une petite affaire supplémentaire à regarder parce qu'il va y avoir des chartes à gérer. Mais malgré tout, c'est quand même gérable. Je dis pas que la première partie que vous allez faire, ça va être... ça va être absent de toute erreur. Là. On est vraiment pas là parce qu'il y a beaucoup de petits points de règle. Mais le jeu reste avec des trucs, je vais dire, historiques, donc des cartes historiques au travers de tout ça. La mécanique de jeu est incroyable. Les actions qui sont possibles pour bloquer ou se faire bloquer. Toujours manœuvrer en est-ce que je rajoute des troupes parce que sinon je me ramasse que je vais piger moins de cartes, j'ai moins d'actions. Les terroristes jouent toujours en premier. Moi, je suis toujours réactif. Bref, l'expérience de jeu, elle est très très bonne, malgré un matériel qui est... Nah, tu sais, le plateau de jeu, là, c'est pas... Wow! C'est une grosse map, ça prend de la place, les jetons sont pas super beaux, mais c'est rattrapé par la mécanique. Franchement, j'ai joué en solo, probablement que j'aimerais mieux en versus, parce que ça donne moins de choses à gérer, on va dire ça comme ça, sur le plateau. Mais en solo, c'est quand même gérable, probablement après... Je dirais 3 parties d'un seul deck, parce qu'on peut jouer une partie par exemple à 3 decks, ce qui fait que la partie est beaucoup plus longue, mais il y a beaucoup plus de choses qui se passent, donc par défaut, c'est beaucoup plus long, à moins qu'il y ait quelqu'un qui atteigne son but avant, mais avec un deck, c'est souvent juste de voir, ça se termine pas par quelqu'un qui a réellement gagné, c'est un tiebreaker, ben là c'est ok, personne n'a gagné, on va regarder, ok, est-ce que lui ou lui... qui a le plus de ça. Après ça, additionner telle chose. Là, celui qui a le plus, ok, non, vous êtes à peu près égal. Ben là, après ça, il y a tout le temps plein de tiebreakers qui fait que en un deck, la victoire est peut-être un petit peu moins satisfaisante. Vous avez mieux fait que votre adversaire, mais vous n'avez pas gagné. C'est un peu ça. Donc, ben, Labyrinthe, franchement, malgré un cover générique, la map
dégueulasse. Une boîte... c'est un wow! Au fil de tout ça, j'ai quand même réussi à jouer à, je crois que c'est 3 jeux sensiblement à plus d'un joueur. Et donc, j'ai fait une petite partie de Number 9. J'avais déjà joué avant. Très très simple, dans lequel il y a une carte qui est pigée. Les joueurs doivent simplement prendre le chiffre, le mettre sur la table et essayer de faire le plus de points possible en montant une genre de tour. Et bref, c'est assez simple, on s'entend comme principe, mais chacune des faces doit être recouverte. On doit toucher à 2 chiffres en même temps lorsqu'on en met un par-dessus. Il y a quand même un petit système de placement pour relever le tout. Mais tu sais, j'avais déjà joué une partie avant, c'est assez simple à expliquer. Tout le monde peut quand même assez rapidement comprendre qu'il faut que tu mettes le 9, le 8 ou le 7 dans les étages supérieurs si tu es capable. Évidemment, si les 3 cartes de 9 sortent, les 2 cartes de 9 sortent au début, ben t'as comme pas le choix de déplacer quasiment à l'étage du bas. Bref, ceci étant dit, Number 9, c'était encore une fois une petite partie sympathique. Dans ma virée de jeu solo, du mois dernier, du mois de janvier, j'ai pu essayer, évidemment, c'est pas la bonne boîte, mais presque. Donc, Rambo the Board Game, mais pas Rambo the Board Game, parce que ça, c'est la version qu'on peut jouer, oui, solo et jusqu'à 4. Moi, j'ai joué à la version First Blood, qui est l'autre boîte d'expansion, mais comme j'ai tout mis dans la même boîte, tout simplement, donc j'ai pris le cover de cette boîte-là, mais c'est Rambo First Blood. Donc, je vais peut-être remplacer juste le cover ici par First Blood. Et donc, en fait, dans le Rambo normal, on a des tuiles pour faire la map. Dans Rambo First Blood, c'est dans un livre. Et le livre est quand même bien foutu parce qu'il vous donne absolument l'entièreté des instructions. On n'est pas obligé de lire les règles de cette boîte, de la boîte originale. Et après ça, juste ajouter des modules. Non. Vous pouvez acheter First Blood pour une version solo seulement. C'est que ça. Et toutes les règles sont incluses à l'intérieur. Donc déjà, très, très, très bon côté marketing. Et le livre-jeu est correct pour ce que j'ai pu comprendre parce que dans ce que j'ai avancé, vous pouvez faire la campagne quand même quelques fois parce que vous avez des chemins un peu aléatoires des choix que vous allez faire. Ça va vous donner certains objets, ça va vous donner certaines habilités, ça va ouvrir des chemins et tout ça. Et c'est quand même plutôt cool de voir que je pourrais relancer la partie, mettons que j'ai perdu. Je peux relancer ma campagne et prendre un autre choix et peut-être arriver au même endroit au final, mais avec d'autres accessoires qui vont me permettre de mieux réussir. T'sais, vous voyez un petit peu le genre de mécanique. Et en fait, ce qui est plutôt brutal, c'est surtout la première activation, parce que tu sais, pour ceux qui ont vu le film Rambo First Blood, donc Part 1, si je ne me trompe pas, en fait, Rambo se fait arrêter et il est en prison et ça commence en fait dans le jeu de société comme ça. Et en fait, c'est que vous êtes obligé de vous faire assaillir de partout et prendre beaucoup de dégâts. Mais c'est la mécanique qui est faite comme ça. Et en fait, ça fait que vous n'êtes pas optimal, vous n'allez pas être une brute tout le long du jeu. Il va falloir récupérer lentement durant la partie pour réussir en fait à avoir. Donc, pour être beaucoup plus efficace. Et ça se joue avec un système de cartes qui permet de faire des dégâts, de faire des actions, d'être furtif, de faire des rushs. Franchement, à part quelques petites choses comme par exemple les députés, en fait les députés, donc les petits policiers normaux et non pas les shérifs ou ceux-là qui sont nommés. En fait, ce sont des jetons de carton. J'aurais préféré peut-être avoir une figurine générique pour ceux-là, malgré que ça n'a pas été fourni comme ça. Il y a les petits jetons de bouclier ou de balles pour plus de dégâts. Ils sont pas super gros. Le truc de vie aussi, pas de super bonne qualité. Par contre, les cartes sont de bonne qualité, les cartons sont de bonne qualité, le livre est quand même de bonne qualité. Et c'est un jeu qui se joue sans dés. Donc, il n'y a pas la chance là-dedans. Oui, la carte peut-être tactique que vous allez avoir et tout ça. Mais franchement, une très très belle surprise parce que ça a pris beaucoup de temps avant que le jeu arrive et je me suis dit, probablement qu'ils ont merdé ça, puis ils nous ont poussé ça. Oui, il y a quelques petites erreurs de frappe dans le livre-jeu, mais franchement, ça n'empêche pas que le jeu est excellent. Je lui ai donné une excellente note.
dans mon rating de Board Game Geek. Très, très, très surprenant. Et j'ai bien hâte, en fait, de me refaire une campagne, justement, pour faire autre chose. Et même d'essayer la version en coop, parce que ça joue jusqu'à 4 dans la boîte normale. Et là, il va y avoir vraiment l'interaction entre les joueurs. Et ça va être franchement très, très cool. Donc, ça avance, ça achève presque. Il y a un autre petit jeu, en fait, que j'ai pu jouer, pas nécessairement en solo, ce qui est quand même une très, très, très bonne chose. Et il s'agit de Yummy Yummy Pancake, qui est un jeu plutôt simpliste dans lequel il y a une frying pan, donc une poêlonne, dans laquelle on va mettre des jetons de pancake qui ont différents attributs. Ça peut être des bananes, ça peut être du chocolat, ça peut être des fraises, ça peut être des kiwis, bref, quand même il y en a un certain nombre. Et sont montrés à tous les autres joueurs, tout simplement. On doit flipper d'un tour de poignet. S'il y en a 3 ou plus qui sont flippés à l'envers, donc le joueur qui a la poêlonne en choisit une qui était virée à l'envers, la regarde et demande à quelqu'un de prendre un guess. Donc, par exemple, j'ai pris une banane, donc tout dépendant avec ce qui reste, tout le monde peut voir qu'est-ce qui reste. Donc, ça a été flippé, je demande au deuxième joueur, est-ce que qu'est-ce que tu penses que c'est que j'ai dans mes mains? Fait que là, il dit une banane. Ben là, je suis comme, oui, t'as raison, je lui donne le jeton. Si il a tort, c'est moi qui garde le jeton et je suis pas obligé de le montrer. C'est la petite twist qu'on rajoute. Donc, on le sait pas. C'est sûr que si c'était 3 différents qui avaient été virés, c'est pas pire. Mais si c'est toutes des pareils, on sait que le reste, normalement, ce serait probablement des bananes. Donc, si c'était pas ça, ben là, deuxième choix possible, je peux dire non, j'arrête parce que je l'ai fait au moins une fois. Donc, dans le genre de petit jeu de mémoire. Ou bien, je prends une chance, je prends un deuxième jeton, je peux redemander au même joueur ou à un autre joueur, tu penses que c'est quoi que j'ai pris? Puis c'est dit une banane, ben là, je dois lui donner le jeton. Mais je ne suis pas obligé de passer à travers de tous les jetons qui sont virés à l'envers. Je dois minimum le faire une fois, mais je peux arrêter ça là. Si vous en virez 5 ou plus à l'envers sur les 8 qui sont dans la casserole, vous en récupérez un automatiquement. Donc, ça change un petit peu la dynamique possible des choix. Donc, ça, c'est franchement bien pour ça. Mais c'est un petit jeu bien sympathique avec un petit peu de dextérité et de mémoire, mais il n'y a pas vraiment de stratégie là-dedans à part de ne jamais faire guesser celui qui a le plus de jetons, tout simplement. Je me suis aussi fait une partie, je vais dire, de mon jeu roguelike par excellence, dans lequel on recommence et on recommence une autre fois. Il s'agit de Adventure Island. Donc j'avais fait un live en fait de ça, d'avoir fait le prologue, et j'avais essayé 2 fois le premier scénario. Là c'est sûr que je savais ce que je cherchais, et en fait je me suis fait 2 parties. La première partie s'est soldée par un échec, donc cuisant. Et la deuxième, finalement, j'ai trouvé ce que je devais avoir. J'ai pas trouvé tous les accessoires, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir tous les accessoires qui vont suivre, parce qu'à chaque scénario, on repart de 0. Donc malheureusement, le jeu est construit comme ça, mais il faut quand même explorer pour avoir des cartes supplémentaires dans les decks. Et donc, le premier scénario, il me restait une carte que je n'avais pas explorée sur ce que je pouvais trouver dans le scénario 1. Et en fait, j'ai pu découvrir finalement comment récupérer cet objet-là, qui était une hache qui me permettait d'avoir du bois beaucoup plus facilement. Et donc, j'ai réussi à me rendre donc à mon objectif dans ce scénario 1-là, à ma deuxième partie, ce qui fait que je suis logiquement rendu au deuxième scénario sur 5. Donc, qui va être un peu plus long, qui va être avec probablement d'autres mécaniques au travers. Mais ça reste que le jeu est quand même sympathique. C'est un jeu simple dans lequel on envoie notre personnage faire 2 actions. Tout dépendant qu'est-ce qui se passe, on doit rouler des dés, les couleurs doivent sortir correspondantes à ce qu'on a là. On envoie évidemment nos personnages dans les catégories qui sont les plus forts. Et à ce moment-là, tout simplement, on récupère peut-être de la bouffe, on récupère des matériaux, et on doit flipper certaines cartes dépendant de où on va. On explore aussi, on a des actions à faire, on essaie de construire des choses. Et on continue d'explorer encore une fois l'île de plus en plus. Et à la fin de la journée, on doit manger et on subit une carte d'événement quelconque pour chacun des personnages. Et on se relève et on recommence. La mécanique peut être quand même, je vais dire, plutôt banale de faire ça, mais la partie exploration, roguelike, il faut quand même le dire, parce que le jeu fait est toujours, vous n'allez pas nécessairement réussir du premier coup, vous ne savez pas ce que vous cherchez. Mais vous allez quand même avancer un peu, et là, à un moment donné, ok, c'est comme ça que ça fonctionne, vous allez créer, vous allez recommencer. Là, vous savez ce que vous voulez avoir, donc vous allez chercher que ça. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va sortir, mais vous allez avoir d'autres éléments qui vont apparaître.
qui là, ça va faire « Ah, peut-être que je devrais ramasser ça en premier avant de m'en aller vers mon but. » Et là, ça se met en place tranquillement, pas vite, et dans une partie subséquente, ou des parties subséquentes, vous allez graduellement avancer pendant le scénario jusqu'à atteindre ce que vous cherchiez. Mais vous allez faire plusieurs parties pour arriver là. Vous allez pas, c'est pas comment on fait le premier scénario, on l'a pas eu, on recommence, on aurait dû l'avoir. C'est pas comme ça. C'est de l'exploration, voir le plus d'éléments possible pour additionner un peu tout ça, et non pas forcer vers un but que vous n'arriverez pas, et là ça va frustrer le joueur parce que vous n'avez pas assez de temps pour faire ça et tout ça. C'est normal. Il faut avoir les autres objets, il faut faire les autres choses pour arriver à terminer les scénarios. Donc pour moi, j'ai fait 2 parties, j'ai terminé l'aventure 1, très satisfait pour ce qui est de la qualité du jeu pour l'instant. Bien hâte de voir ce que l'aventure 2 va me réserver. Un autre gros jeu en fait qui a passé inaperçu, un jeu figurine D, très Ameritrash encore une fois, avec un thème Ameritrash, donc de super-héros. Et il s'agit en fait de Kick-Ass, board game. J'avais fait une partie il y a un bon moment avec Red Blood School à 2 joueurs. C'était notre première partie. On ne savait pas trop exactement à quoi s'attendre. On a eu quelques mauvais roulements de dés, ce qui ne nous a pas aidé. Et surtout la mécanique, en fait, que c'était un peu nouveau. Tu as une partie deck building, mais tu as aussi toute la partie gestion de ton plateau. Parce que tu dois pas perdre de la vie. Ça, c'est correct. Tu peux en récupérer. Mais tu dois quand même gagner de l'argent. Tu dois augmenter tes fans sur Facebook, par exemple, pour avoir des bénéfices. Tu dois aussi rester content pour pas avoir de malus. Bref, il y a une gestion de personnages à travers qui était nouveau, qu'on n'a pas eu à avoir dans n'importe quel autre jeu qu'on a pu jouer. Et on a le plateau dans lequel il spawn des ennemis, on doit activer des habilités spéciales, on doit acheter des objets, on doit battre des boss et tout ça. Et cette partie-là, elle est plutôt difficile, mais bien rendue quand on comprend la mécanique en arrière, et quand on met les deux ensemble, c'est très efficace. Il y a quand même quelques posts sur Board Game Geek qui disent que le jeu est impossible. Pour ma part, j'ai réussi une partie solo contre Red Mist, donc le premier ennemi qui est indiqué dans le jeu. Par contre, pour ce faire, j'ai été, je veux dire, quand même chanceux en partie pour les événements qui ont été pigés et aussi les objets qui ont été disponibles. Parce que vous avez le droit, par exemple, une arme à 2 mains, une armure, un casque et tout ça. Et j'ai quand même été chanceux de ce côté-là. J'ai pu builder, je veux dire, assez rapidement. C'est ce qu'il faut faire pour pouvoir se battre correctement contre les ennemis. Et j'ai pu les tenir quand même à beaucoup plus bas. Et les roulements de dés ont aidé. Et en fait, c'est le monde chiale à cause des roulements de dés, que les dés sont pas super bien balancés, que ça devrait être mieux que ça. En fait, si le jeu est possible, sans lancer de dés, vous dites simplement « j'ai eu des succès partout » et vous êtes capable de réussir, c'est que le jeu est possible. Si vous jouez et que vous ne gagnez jamais, là c'est peu probable, il y a probablement une erreur de règle quelque part. Parce que ça se peut presque pas, parce qu'on peut mitiger quand même certains lancers de dés. En solo, il y a quand même moins d'ennemis qui spawnent au début, mais à un moment donné, à coup de 2, 3, quand tu es juste capable d'en buter 1 ou 2, c'est plutôt difficile. Mais c'est justement là qu'il faut que c'est une course contre la montre. Avant que ce soit trop tard, il faut que le boss soit battu. Et aussi, évidemment, dans le premier boss, il y a un insta-kill. C'est-à-dire que si jamais vous retournez, vous devez défausser un jeton de Red Mist et qu'il était dans ce jeton-là, en dessous de ce jeton-là, vous perdez automatiquement la partie. C'est un insta-kill, mais c'est aussi le scénario d'introduction. Les autres scénarios n'ont pas ce genre d'effet-là. Ça peut être frustrant pour le joueur, bien sûr, de tomber là-dessus, mais il faut quand même mitiger aussi le plus possible. Et c'est un peu... il faut avoir une façon de perdre. Vous ne pouvez pas vous dire que c'était difficile, mais c'est sûr que tu gagnes. Il faut qu'il y ait un enjeu. Il faut que tu puisses perdre. Et ce jeu-là en a quand même plusieurs. Donc, s'il y a trop d'ennemis sur le board, si ton personnage se fait trop frapper souvent, si je vais dire, le plan du boss est réussi, et là, dans le cas de Red Mist, il y avait en plus un truc de plus de si son jeton est défaussé, tu perds la partie.
Donc, il y a quand même plusieurs façons de perdre. Une seule façon de gagner, c'est de battre le boss, tout simplement. Pour ça, il faut que tu fasses des événements. Pour faire les événements, ben, il faut que tu mettes du temps là-dessus pendant ce temps les ennemis spawn. Il y a une bonne gestion de tout ça à faire. Il faut être efficace. Comme je l'ai dit, la partie à 2 joueurs que j'avais faite, moi je pense qu'on avait apprécié les deux l'expérience, mais comme on avait joué, c'était la première fois qu'on jouait, il y a eu probablement des choses que, pas qu'on a mal compris, mais qu'on a mal optimisé, vu que c'était notre première partie. Par contre, là, je savais un peu qu'est-ce que je voulais faire, et ça l'a très bien sorti, et j'ai réussi donc ma partie contre Red Mist dans Kick-Ass The Board. Il reste 3 petits jeux, en fait. J'ai pu faire une partie de Zero Down, un petit jeu de cartes, en fait, assez simple, dans lequel on a chacun une main de cartes. On doit échanger une carte avec une carte qui est dans une des 5 qui est au milieu. On essaie d'avoir soit la même couleur ou soit le même chiffre. Donc, et quand on est satisfait de notre main, tout simplement, on cogne sur la table et éventuellement, ça va terminer le tour. Et on va être obligé de révéler qui gagne, qui perd. Et c'est dans le fond, c'est des jeux à... On peut soit jouer à une main, tout simplement, on fait le tour et c'est terminé. Ce qui dure environ 1 à 2 minutes, 3 minutes, mettons 5 minutes max. Mais on peut y aller avec un système de scoring qui fait que celui qui gagne récupère pas de points, mais les autres récupèrent tous des points. Bref, un peu ce genre de méthode-là, mais somme toute, quand même assez sympathique, très simple, et c'est explicable sensiblement à n'importe qui. Après ça, même principe, en fait, dans la lignée des petits jeux de cartes sympathiques. Ici, Salade de points, ou Point Salad, qui est un jeu dans lequel on doit récupérer des légumes et faire des points. Des fois, on se lance dans une stratégie qui fonctionne pas du tout. Des fois, on se dit je vais aller un peu partout et ça finit par ne pas être payant non plus parce qu'on se ramasse avec des cartes de pénalité. Bref, il faut manager le plus possible pour faire le plus de points à chaque tour, on va dire ça comme ça. D'essayer d'optimiser tout ça, mais parfois on peut se faire enfiler par les autres qui vont ramasser les cartes tout juste avant nous. Donc, ce qui nous fait qu'on n'a plus les légumes qu'on avait besoin, on n'a pas les cartes de score non plus, donc ça nous scrape un petit peu notre partie. Mais somme toute, salade de points, toujours très sympathique. Et le dernier jeu que j'ai joué ce mois-ci, une partie solo. En fait, c'est un jeu solo de Makis. Franchement, très surprenant encore une fois. Un si petit jeu aussi efficace dans lequel ça se passe dans la Deuxième Guerre mondiale et on est la résistance et on essaye de terminer 2 objectifs qui sont tirés aléatoirement. Il peut être plus facile ou plus difficile. Il y a un certain ranking qui est donné dans le livret pour réussir à, on va dire, à placer ça un peu au niveau de difficulté dans laquelle vous voulez jouer. Et tout simplement, vous envoyez, je vais dire, des espions / ouvriers faire certaines actions sur le board, mais il faut s'occuper à ce qu'ils reviennent. Donc, si les ouvriers espions ne peuvent pas revenir, eh bien, tout simplement, ils sont retirés du jeu et vous avez une limite de 5 maximum. Donc, si vous n'avez plus d'ouvriers disponibles, la partie se termine. Si jamais vous n'avez pas assez de jours pour réussir les 2 missions, la partie se termine. Donc, il y a quand même plusieurs façons de perdre le jeu et la façon de gagner, c'est de terminer les deux cartes. Et en fait, avec tout ça, malgré que il y a très peu de composantes. Là. Quelques petits cubes pour les tracking, les petits pions, les ennemis, un petit deck de cartes. Très simpliste, mais autant efficace. Par contre, la boîte comme ça, quand même, c'est vendeur. Là, derrière la jaquette, on voit rien. Ça, c'est pas très hot pour eux. Mais par contre, franchement, pour un titre solo, un peu à l'instar d'un Hostage Negotiator, là-dedans, il y a beaucoup plus de choix disponibles. Pas de lancer de dés, rien, c'est vraiment des choix purs. D'essayer de contrer un peu l'intelligence artificielle, tout dépendant où est-ce qu'il se place, d'essayer de laisser des chemins libres pour les gars, mais ça se peut que vous fassiez arrêter quand même. Bref, très bonne mécanique dans le jeu-là, toujours surprenant, toujours très plaisant aussi à sortir pour un jeu solo uniquement. Donc c'est ce qui fait le tour de cette vidéo de à quoi j'ai joué au mois de janvier 2021. On se retrouve le mois prochain pour à quoi j'ai joué ce mois-ci, le mois de février. Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.